Point de vue, Abdelwahab Meddel. Les événements autour du match de football entre l'Égypte et l'Algérie sont symptomatiques. Et qui dit symptôme dit maladie. À quelle maladie ce symptôme renvoie-t-il? Disons d'abord que le sport a maintes fois été utilisé pour des visées politiques. Rappelons en premier la dimension aliénante que projette le rassemblement d'une masse à l'occasion d'une compétition sportive. Tel rassemblement peut proposer une scène pour que s'exerce la catharsis, l'exutoire en lequel, par le biais de la passion, se déverse l'excédent qui n'a pas trouvé où se déverser. Et c'est cette passion qui peut être manipulée. Les pays et les États totalitaires n'ont cessé de pratiquer de telles manipulations. Par la réussite, par le succès sportif, ces États veulent signaler leur supériorité, la manifester symboliquement. C'est notamment par le sport que la puissance manipule les masses et réussit à les mobiliser et à les asservir pour le compte de ses propres desseins et surtout de sa pérennité. Ainsi ont agi en Allemagne l'État national-socialiste et les États communistes de l'ère d'influence soviétique. Mais ce qui s'est passé lors du match Égypte-Algérie renvoie à d'autres considérations. Commençons par celle qui symboliquement joue, mais à notre avis compte le moins. L'Égypte a réagi avec une forme d'inconsolation qui semble signaler qu'elle ne supporte pas de se trouver face à un événement qui conteste sa suprématie sur le monde arabe. Et l'Algérie exulte d'avoir contesté cette centralité égyptienne à partir de sa localisation périphérique au sein de l'arabité perçue comme mythe. Allons plus loin. L'Égypte se révèle face à sa défaite sportive chauvine, archi-chauvine. Je suis en Égypte et j'ai assisté à ces manifestations spectaculairement chauvines. C'est d'ailleurs d'Égypte, du Caire, que je vous parle. Cette Égypte accuse l'Algérie d'être du côté de la barbarie et de par sa victoire et de par la réaction de ses supporters, elle serait celle-là même qui porterait atteinte au pays qui incarnerait la civilisation. Devant ce fait, nous constatons le rôle considérable des médias dans la formation des opinions. Ces idées profondément anti-algériennes sont diffusées au fil des heures, sans interruption, par toutes les formes de médias. Et elles se répercutent sur tout le monde, du simple citoyen à l'homme politique, de l'homme frustre à l'homme sophistiqué. Cette communion nationaliste n'épargne pas même le milieu artistique et intellectuel. La défaite égyptienne à Khartoum est contemporaine du Festival international du film, qui se passe en ce moment même au Caire. Ça a été clos hier. Et alors, nous y avons vu un acteur recevant, justement dans la cérémonie de clôture hier, un prix, le dédiant à l'équipe de football qui vient d'être défaite. Injustement, selon lui, comme selon tous les Égyptiens, car violenté par les supporters barbares venus d'Algérie. Le président de ce même festival annonce que le dit festival qu'il préside retire l'hommage qu'il a déjà apporté tout le long de ces journées du festival au cinéma algérien et demande aux artistes égyptiens de renvoyer les prix qu'ils avaient reçus au passé de la part de certaines manifestations qui ont eu lieu en Algérie. Un représentant délégué de la municipalité de Guise demande officiellement à la préfecture concernée de débaptiser l'avenue d'Algérie, une des plus grandes artères du quartier Mohandissine, ici même au Caire, sur la rive occidentale du Nil, et de renommer cette artère Hassan Shahata, l'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne. Le fils même du président égyptien dénonce la barbarie algérienne qui porte atteinte à la civilisation incarnée par son pays, l'Égypte. Une foule d'hommes et de femmes hystériques manifestent pas loin de l'ambassade et de la résidence algérienne dans le fameux quartier de Zamalek, bâtisse interdite d'accès et d'approche protégée par des rangées de policiers surarmés. Nous assistons dans les rues, à la télévision, sur les ondes radiophoniques, dans les journaux, à de véritables manifestations d'hystérie collective chauvine, fortement
décevante et désagréable à voir et à entendre. Du côté algérien, cette fois, l'État s'est mobilisé pour ajouter à la tension, pour canaliser ses supporters vers la capitale soudanaise où se déroulait le 3e match qui allait départager entre vainqueurs et vaincus les deux équipes, le vainqueur allant accéder bien sûr à la compétition ultime pour l'obtention de la Coupe du Monde qui aura lieu à partir de juin prochain 2010 en Afrique du Sud. Et on dit ici en Égypte que certains de ces supporters algériens arrivés en masse à Khartoum avaient été choisis pour leur violence et pour l'adresse dans le maniement des armes blanches. En somme, il fallait terroriser les agneaux égyptiens représentant la civilisation. Ici, en Égypte, l'Algérien a été représenté comme l'ennemi monstrueux, le couteau entre les dents, comme les libéraux le faisaient pour les communistes dans le siècle antérieur, à l'époque de la guerre froide entre libéralisme et communisme. C'est la reprise de l'image stéréotypée de l'ennemi qui perturbe la quiétude des communautés, la paix dans le monde. Cependant, le football est devenu affaire d'État, de nation. Après sa victoire, l'équipe algérienne a été reçue d'une manière exubérante, fortement excessive. Des millions d'Algériens en ont acclamé les membres sur des kilomètres, de leur descente d'avion jusqu'à leur arrivée au palais présidentiel, où ils ont été reçus en personne par le président qui incarne l'État. C'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, alors qu'on peut prédire sans risque de se tromper que cette équipe n'aura pas les moyens de passer le premier tour éliminatoire de cette compétition. L'excès de la réaction est donc aussi prégnant en Égypte qu'en Algérie. De quoi est-il le symptôme? Il est évident que dans le malheur pour l'Égypte, dans la bonne fortune pour l'Algérie, le sport constitue le palliatif à toutes les frustrations, cela même qui comble un manque profond. Il est utilisé par les gouvernements et les États pour masquer leurs terribles échecs et incompétences, leurs incuries, la corruption qui en disqualifie les décideurs. Les deux pays étant classés 111e parmi les États les plus corrompus, c'est-à-dire les moins transparents, donc les plus corrompus, 111e pour ce qui concerne du critère de la transparence par l'organisme qui juge et apprécie de la transparence morale et financière avec lesquelles les États sont gérés. Par le sport aussi, on laisse les passions s'exprimer. Cela donne l'illusion que les sujets exercent leur liberté, cette liberté qui est en vérité canalisée, déplacée, réorientant la critique vers l'autre, vers l'étranger, vers l'ennemi, ce qui préserve sa propre communauté de la critique nécessaire, de la critique dont elle a besoin, en raison de toutes les incuries perceptibles au quotidien. On donne à ceux qui subissent l'aliénation l'illusion de la liberté, ce qui renforce leur aliénation même. C'est ainsi que le sport participe du renforcement de la structure autoritaire, sinon dictatoriale de l'État. C'est ainsi qu'on donne la parole aux frustrés à qui il est interdit d'user de la liberté d'opinion, la véritable liberté d'opinion, là où elle est efficace, c'est-à-dire en politique. C'est ainsi qu'on laisse les manifestants manifester dans des cités où il est interdit de manifester pour exprimer les revendications élémentaires de la survie, ou tout simplement pour dire son opinion politique qui peut s'opposer à l'opinion du gouvernement, imposée par lui, et se voulant à tout prix majoritaire et unique. Les réactions égyptiennes et algériennes à ce match qui les a opposées, pour différentes qu'elles soient, sont le symptôme d'une même maladie, la maladie d'un État dictatorial, incapable de traiter des problèmes élémentaires de ses nationaux et a fortiori incapable de traiter du malaise dans la civilisation et dans la culture qui sévit dans leur société. Triste est le spectacle donné par des peuples aliénés qui sont aveuglés au point de se croire libres en leur aliénation même, aliénation qui les empêche de voir leur vraie situation dans le monde et de vivre au rythme du temps qui meut le train de ce monde.